Tout le monde est parvenu de la pause, mais tant pis, on va commencer. Donc, on va entamer la deuxième partie de ce séminaire sur le côté optimisation des consommations énergétiques. Donc, avec une première présentation de M. Magnier de l'ADEME qui va vous présenter un peu à la fois les aides, les accompagnements que peut réaliser l'ADEME, mais aussi en quoi ils ont besoin de capteurs pour justement monitorer et avoir les bons indicateurs. Merci. Bonjour à tous. Oui, les capteurs, c'est un peu le prétexte pour vous parler des ENR, mais inverse aussi. Donc je me présente, donc, David Meunier, je suis ingénieur à l'ADEME Centre-Val de Loire. Je coordonne un des deux pôles territoriaux qu'on a à la direction régionale. On a coupé la région en 2 fois 3 départements. Donc je suis coordinateur du Cher, de l'Indre et du Loiret sur toutes les thématiques de l'ADEME. Et au niveau régional, je suis référent transition énergétique. Juste en une slide, je ne veux pas faire de pub particulière, mais donc l'ADEME, Agence de la transition écologique, la seule chose que vous avez à retenir, c'est que dans le domaine de la transition énergétique qui couvre de nombreuses thématiques, on est présent de près ou de loin sur toutes les thématiques, excepté les sujets liés à la biodiversité et à l'eau, le sujet qu'on a vu juste avant. On n'est pas présent sur ces domaines-là. Sinon, voilà, sur les autres sujets, économie circulaire, déchets, énergie, mobilité, sol, pollution, voilà, on est présent sur toutes les thématiques. Et on intervient en apportant de la donnée, de la méthodologie. On fait aussi de l'animation, des événements, de la mise en réseau, du partenariat, du conseil de l'expertise auprès de tous les publics, en direct ou de manière indirecte. Et puis, on apporte aussi des financements. Ça va être une bonne partie de mon propos, les financements. Très rapidement, parce qu'on va parler d'énergie, surtout d'énergie renouvelable, et il y a beaucoup d'idées reçues dans le grand public. Les énergies renouvelables, selon vous, en Centre-Val de Loire, quelle est la première production d'énergie renouvelable parmi les 5 propositions qui sont là? Plutôt l'électricité d'origine éolienne, la chaleur issue du bois, le photovoltaïque, la méthanisation qui produit du biogaz, ou la géothermie. Je sais pas, l'éolien qui opte pour l'éolien dans la salle. OK. Le bois, la chaleur. OK. Photovoltaïque. Voilà. Là. Le gaz. Il y en a qui votent plusieurs fois. La géothermie. Bon, vous répartissez un peu. Il n'y a pas un secteur qui se dégage. Mais en fin de compte, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est vrai à la fois au niveau régional comme au niveau national. Ce qu'il faut savoir, c'est que la principale énergie renouvelable qu'on produit, qu'on consomme, c'est sous forme de chaleur et non pas d'électricité, même si ce qui se voit le plus, c'est souvent l'électricité. Tout comme dans nos consommations globales d'énergie, l'électricité est minoritaire, elle représente à peu près 25% de notre consommation. Aujourd'hui, on consomme encore à l'échelle nationale majoritairement des énergies fossiles pour se déplacer, pour se chauffer, et puis aussi dans les process industriels. Donc, voilà. En termes de consommation d'énergie au global, l'électricité est minoritaire, et en termes de production d'énergie renouvelable, l'électricité est également minoritaire. La principale énergie renouvelable, c'est historique, c'est le bois énergie, et surtout le bois énergie qui est consommé dans les logements, dans les régions, dans les maisons individuelles, et puis ensuite dans les chaufferies industrielles. Donc ça, en gros, c'est en 2021, toute énergie renouvelable confondue, la production d'énergie au niveau régional. Et sur la slide suivante, vous avez la consommation, toute énergie confondue, cette fois-ci, renouvelable et non renouvelable, aussi difficile. On a consommé en région Centre-Val de Loire. Donc la part des ENR, on peut dire qu'elle représente 15% en 2021. Depuis des années, là, notamment depuis 2009, vous avez entendu parler du Grenelle, d'objectifs, de 3x20, etc. Avoir une part des énergies renouvelables dans notre consommation de 20% en 2020, c'était un premier objectif. Puis ensuite, c'est passé à 23%. Bon, ben voilà. En 2021, à l'échelle nationale, on est à 19%, et à l'échelle régionale, on est à 15%. Ça pour dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour augmenter cette part de NR, surtout pour nous désintoxiquer des énergies fossiles, les maîtrises de gaz à effet de serre,
Et là, on joue sur 2 leviers, enfin 3. La sobriété, c'est-à-dire que je consomme uniquement ce dont j'ai besoin. L'efficacité, je mets en œuvre des systèmes performants. Et puis, les énergies renouvelables viennent apporter la part complémentaire. Donc, en réduisant la consommation mécaniquement, j'augmente ma part de NR. En installant de plus en plus de systèmes de production d'énergie renouvelable, j'augmente ma part de NR. Pour accompagner ce passage du fossile, gaz, fuel, charbon vers les ENR thermiques, depuis 2009, l'ADEME opère un fonds qui s'appelle le Fonds Chaleur, et donc qui soutient les filières qui sont mentionnées ici. Il y en a une que je n'ai pas citée, c'est la méthanisation, mais ça arrivait dans un second temps, et je ne développerai pas, ici. Je ne développerai pas plus que ça. Pourquoi la méthane, le biogaz, on le met dans le fonds chaleur? C'est parce que la quasi-totalité du biogaz qui est produit, in fine, il va être brûlé dans une chaudière, donc transformé aussi en chaudière. Voilà la cohérence. Alors, je vais dérouler les différentes technologies et puis vous indiquer, en fin de compte, le lien voilà, avec les sujets du jour et notamment les capteurs. Donc, une technologie qu'on soutient, c'est le bois énergie. Donc, ce sont des installations à alimentation automatique. On a un combustible bois qui se présente sous forme de bois déchiqueté, ce qu'on appelle de la plaquette, qui, par un système d'approvisionnement vis sans fin ou tapis, va alimenter une chaudière, biomasse, souvent une chaudière d'appoint en gaz, et voilà, qui va produire de la chaleur sous forme d'eau chaude, qui va alimenter un bâtiment, un process industriel ou un réseau de chaleur. On est sur une ressource de proximité, renouvelable dès lors que les bois dont sont issus les combustibles sont gérés de manière durable. Donc, on ne coupe pas des arbres pour les brûler. On coupe des arbres parce qu'on a une industrie qu'on a besoin pour construire de l'ameublement, pour faire du papier, du carton. Et sur un arbre qu'on va couper, tout n'est pas utilisable parce que les diamètres les plus faibles ne peuvent pas aller en industrie. Et donc, ce sont ces bois-là qui sont utilisés dans le bois énergie. On est sur un combustible qui a une stabilité du prix dans le temps. C'est quand même un facteur uniquement intéressant. On est sur des installations qui sont peu modulantes, donc qui vont plutôt être amenées à fonctionner en base. Et puis l'écrêtage, on va le faire avec une chaudière de même technologie, mais de puissance plus faible, adaptée, ou alors avec une chaudière d'une autre technologie gaz. Donc, juste sur la première, ce qui nous intéresse, nous, à l'ADEME, ce n'est pas de financer les installations, c'est de financer de l'énergie renouvelable. Donc des installations qui sont en capacité de produire tous les ans, à minima, une certaine quantité d'énergie renouvelable en substitution du gaz ou du fioul. Donc, à la sortie de cette chaudière, on aura besoin d'installer un capteur, enfin, plusieurs composants qui vont constituer un compteur d'énergie pour savoir, par rapport à ce qui était prévu, l'énergie développée par cette installation est conforme et que dans le temps, c'est pérennisé. Et le financement qu'on va apporter, on verra tout à la fin, une partie de ce financement va être conditionnée à la présentation des résultats. C'est très important d'avoir un compteur qui fonctionne correctement à la sortie de cette chaudière. Sur la géothermie, en Centre-Val de Loire, on soutient des installations de géothermie qui sont assistées par pompe à chaleur. On n'a pas d'usage direct de l'énergie du sous-sol, parce qu'on est sur des niveaux d'énergie qui ne sont pas suffisants, des niveaux de température qui ne sont pas suffisants pour être utilisés de manière directe en surface, à la différence de ce qu'on va trouver dans le bassin parisien ou dans le bassin aquitain, où on a des profondeurs de 1600, 1800 mètres, on va trouver de l'eau à 50, 60, 70 degrés, qui va être remontée à la surface et qui vient en échangeur pour alimenter un réseau de chaleur en surface. On n'a pas ça en Centre-Val-de-Loire. On utilise toujours une pompe à chaleur, machine thermodynamique, formidable rendement, et qui va aller chercher les calories soit dans l'eau de la nappe, captage sur nappe, un doublé, relève de l'eau à une certaine température, et aller chercher quelques calories et baisser la température de 3-4 degrés, puis la réinjecter dans la même nappe. Ou alors des captages sur sonde verticale, où là, il agit
c'est un échangeur thermique, on va chercher les calories dans le sol. Il y a un circuit fermé d'eau glycolée qui circule dans cette zone. Donc derrière, on a une pompe à chaleur qui va relever le niveau de température. Donc, le point le plus important ici, c'est que les pompes à chaleur sont vraiment intéressantes quand on a un besoin bâtiment ou dans certains cas process à basse température, c'est-à-dire quelques dizaines de degrés, 50, 60, 70 degrés maximum, où là vraiment on aura la meilleure efficacité, la meilleure condition de performance, parce que la différence de température entre la source où je capte la chaleur et celle où je l'amène sera d'autant plus faible. Et là, on peut avoir des pressions de performance de 4, 5, 6, c'est-à-dire qui vont générer 5 fois plus d'énergie thermique que d'énergie électrique consommée. Ici. Donc là, un premier schéma, donc, je ne suis pas du tout expert dans les capteurs, c'est pas du tout, je n'utilise pas les technologies, mais tout ça pour dire que là, à la différence de la chaufferie bois ou un unique capteur, compteur d'énergie composé de 2 sondes de température, d'un débitmètre, d'un intégrateur, qui va nous sortir des kilowattheures ou des mégawattheures. Là, ici, on a toujours la même exigence, mais sur le schéma géothermique, l'énergie renouvelable, elle n'est pas à la sortie de la PAC, elle est à l'entrée de la PAC. C'est-à-dire qu'on va aller mesurer l'énergie qu'on extrait vraiment du sol. C'est ce compteur, ce comptage de cette énergie qui va conditionner pour la géothermie le versement de notre subvention. Par contre, une pompe à chaleur, si on veut pérenniser ses performances dans le temps et savoir vraiment si elle fonctionne correctement, il nous faut d'autres informations. Donc, pas uniquement l'énergie qu'on va chercher, mais l'énergie qu'elle-même, la pompe à chaleur, consomme, ce qu'elle produit en thermique, et puis il y a plein de pompes partout. Donc tout ça, tous ces auxiliaires-là, c'est aussi important de savoir ce qu'ils consomment pour avoir vraiment la performance globale de l'installation. Sans ces indications, le maître d'ouvrage, l'exploitant, il fonctionne à l'aveugle. Il y a de fortes chances qu'il aura toujours de la chaleur au niveau de ses émetteurs, radiateurs ou planchers. Mais quelle est 12 kWh thermique, la part de renouvelable et la part d'électrique? S'il ne donne pas les moyens de le mesurer, il ne saura pas. Donc voilà, sur ces montages-là, besoin de connaître tout ce qui est consommé, tout ce qui est extrait, tout ce qui est produit. Et généralement, il y a aussi une énergie d'appoint ou de secours qui peut être présente quand on est dans un schéma où on utilise une énergie géothermique. Voilà, sur le bois, vraiment intérêt d'avoir l'info brute, un système robuste, assez simple. Sur la PAC géothermique, un intérêt pour optimiser dans le temps et maintenir les performances, s'assurer que ce qui était prévu dans la littérature, un COP de 5 avec un sol à 15 degrés et un besoin à 30 ou 40 degrés, je vais le maintenir. Sur le solaire, autre sujet, c'est systématiquement, vous allez avoir une énergie d'appoint quand vous utilisez de l'énergie solaire thermique, parce que forcément l'apport est fluctuant sur l'année, sur la journée, et donc les besoins, eux, en eau chaude, généralement dans le logement, sont constants quasiment, et donc une énergie d'appoint viendra compenser ce que le solaire ne peut pas vous produire. Donc là, on est sur des systèmes relativement simples, mais qui nécessitent de faire fonctionner des pompes qui vont s'activer en fonction d'une température ou d'un niveau de radiation. Et si l'installation solaire dysfonctionne, personne ne va s'en apercevoir parce qu'il y aura toujours de l'eau chaude au robinet grâce à la pointe. Sur le schéma suivant. Donc voilà, sur un schéma solaire, ce qui est vraiment important, c'est que l'exploitant, le propriétaire de l'installation, puisse avoir de manière assez rapide l'information. Alors l'énergie, oui, ok, mais aussi surtout, est-ce que mon installation fonctionne? Est-ce que mon circuit de capteur thermique est encore en pression? Il n'y a pas eu une purge à cause d'une température trop élevée. Donc c'est de positionner sur le système à des endroits clés un capteur qui va pouvoir faire remonter l'information et envoyer une alerte pour éviter de rester pendant 2 ou 3 mois
avec une installation qui, certes, elle est bien visible sur le toit, mais en termes d'énergie produite, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Donc, tous ces capteurs, le choix des capteurs, leur installation, donc leur mise en œuvre, le calibrage, sont vraiment des éléments clés pour que, au final, on économise vraiment des ressources. On substitue bien les énergies renouvelables thermiques, on les met bien à la place du fossile, et puis dans certains cas aussi, qu'on optimise la consommation électrique quand on a besoin d'une pompe. Alors, dans les systèmes qui sont éligibles aux aides du fonds de chaleur, il y a bien sûr les réseaux de chaleur, dès lors qu'ils sont alimentés de manière majoritaire par des énergies renouvelables. Donc, le réseau de chaleur, le principe, c'est d'avoir une unité de production qui est centralisée, donc, par exemple une chaufferie biomasse, parce que la performance, l'efficacité de cette installation industrielle, quasi, sera beaucoup plus intéressante que d'avoir X installations avec autant de bâtiments ou d'équipements qu'on a. Donc, un réseau de chaleur nécessite aussi d'avoir recours à des capteurs pour savoir ce qu'on produit, bien sûr, ce qu'on va aller délivrer à chacune des sous-stations, donc point de livraison, point de consommation, bâtiment de logement, industriel ou équipement collectif. Et puis, c'était abordé tout à l'heure aussi, le sujet des fuites. Il est important de détecter aussi une fuite dans un réseau de chaleur. Alors, sur les plus anciens qui fonctionnent dans des régimes de température importantes, vapeur, voilà, c'est pareil, une fuite, on s'en aperçoit assez vite. Mais l'idée, c'est aussi maintenant d'être sur des réseaux de chaleur qui fonctionnent de plus en plus en eau chaude à moins de 80 degrés. Et c'est important de détecter de la manière la plus précoce une fuite sur un réseau. Toujours pour économiser de l'énergie et bien sûr de l'eau aussi. Là, sur la slide suivante, c'est dans la présentation, c'est juste une vidéo que je pourrais dérouler qui vous présente les avantages techniques, économiques des réseaux de chaleur. La chaleur peut être alimentée par l'installation biomasse, par l'installation de géothermie en usage direct, comme on peut voir dans la région parisienne ou sur Bordeaux. De la chaleur fatale, donc la chaleur issue d'un process industriel qui n'est pas utilisé pour vraiment le process, mais qu'on peut capter et injecter dans le réseau. Une unité d'incinération d'ordure ménagère. Fatalement, on a des déchets, quitte à les incinérer, autant en récupérer le maximum d'énergie. Donc là, je reviens sur la chaleur fatale. Donc voilà, on consomme une certaine quantité d'énergie, une part plus ou moins importante est vraiment utile à la production, à la cuisson d'une céramique, par exemple. Une part est perdue, une autre partie est perdue et on ne peut pas tout la récupérer. Et puis il y a une fraction qui là est récupérable, qu'on peut valoriser sur l'équipement même. Donc là, c'est économiquement très intéressant pour le maître d'ouvrage de le faire. D'ailleurs, on conseille de le faire s'il n'a pas encore fait. Et puis une autre quantité peut être valorisée sur le site industriel ou même à l'extérieur. Et donc là, nous, c'est sur cette fraction-là où on peut apporter une aide à l'investissement. Voilà, donc c'est les différentes formes sur lesquelles on peut récupérer la chaleur sur différentes formes d'effluents gazeux, liquides ou par rayonnement. Les aides financières, donc, comme je l'indiquais, on apporte une aide essentiellement liée à la quantité d'énergie qui est produite. Donc des euros par mégawattheure, dans certains cas sur des installations beaucoup plus importantes en taille et en énergie développée, on va faire une analyse économique. Et puis, dans quelques rares cas, on applique un taux d'aide sans rentrer tourner. On a toujours des critères techniques par rapport aux différentes filières qu'on soutient, donc de performance en termes d'émissions de poussière ou de fumée pour les chaudières, de COP pour les pompes à chaleur, de certification de qualité pour les capteurs. On a des critères aussi sur la compétence, qualification des intervenants, bureau d'études en amont, et puis installateur, fournisseur également. En amont, on a des exigences sur la performance énergétique des bâtiments ou process qui vont consommer cette énergie renouvelable.
donc être engagé dans une démarche d'économie d'énergie. Et puis, voilà, c'est le cœur du sujet, le comptage. Une part de notre aide est conditionnée à la fourniture des résultats de production. C'est-à-dire que le bénéficiaire de l'aide doit nous fournir, à minima, une année complète de comptage de son installation. En amont des projets d'investissement sur notre territoire régional, il peut y avoir des préétudes qui sont réalisées gratuitement pour les collectivités et les entreprises. Donc, sont bénéficiaires des aides tout le monde, sauf le particulier. Donc, c'est parmi vous, au sein de vos entreprises, vous pouvez aussi bénéficier de ces aides. Et une fois que la préétude est réalisée, si vous décidez d'aller plus loin, on peut financer une étude de faisabilité. Donc à hauteur de 60% du coup, ou de 50% si c'est une grande entreprise. Alors, le système des aides forfaitaires, c'est quelque chose qui est apparu il y a une petite dizaine d'années et qui était calibré pour les installations de moyenne taille, on va dire. Et donc, dans notre région essentiellement rurale, 85% on va dire, du territoire, on est sur des petites communes, ces aides ne pouvaient pas être déployées. Donc là, l'idée, ça a été de pouvoir les rendre accessibles dès le premier mégawattheure, c'est-à-dire aussi pour les toutes petites installations, bois ou géothermie ou solaire. Et donc, avec le conseil régional, on a engagé un dispositif qui s'appelle le contrat d'objectif territorial. L'idée, c'est de simplifier le parcours pour le bénéficiaire de l'aide finale et que sur un territoire donné, la dynamique de déploiement des projets s'accélère. Donc, l'ADEME et la région signent avec un territoire, lui confient des moyens pour animer, communiquer sur le sujet des énergies renouvelables. Le soutien financier qui est là. Le premier point, c'est les engagements mutuels des différents partenaires. Et le troisième point, c'est que ADEME et région viennent financer de manière individuelle toutes les installations. Donc là, c'est le dispositif expliqué en vidéo. Et donc, l'idée, pour ne pas perdre de temps en amont, en fonction de ma filière, en fonction de la taille de mon installation, quel est le niveau d'aide auquel je vais avoir accès, voilà, c'est simple, c'est 45% de l'investissement, quelle que soit la filière, quel que soit le porteur de projet, collectivité, association, entreprise également. Et donc ça, c'est la couverture régionale. Partout où on n'est pas en blanc, on est sur un dispositif qui est couvert, sur un territoire qui est couvert par ce dispositif. Donc ça veut dire minimum 45% d'aide à l'investissement sur toutes les filières que je vous ai présentées. Donc vous avez ici sur les deux slides, idem des vidéos de projets qu'on a accompagnés d'entreprises ou de collectivités sur les différentes filières, avec des installations de taille très, très variables. Sur la suivante, vous avez notamment la malterie d'Issoudun, où on a une installation solaire thermique qui fait 15 000 m², qui est, quand elle a été réalisée en 2019, la plus grande installation solaire sur un site industriel en Europe, et qui a des niveaux de performance qui sont vraiment très, 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 très intéressants. Je vous ai juste mis ici pour info l'appel à projet lié à la décarbonation de l'industrie. Décarboner mon activité industrielle, je peux le faire en passant du fossile aux énergies renouvelables si j'ai des besoins en thermique, mais je peux le faire aussi en menant des actions d'amélioration des installations pour qu'in fine, elles consomment moins également. Quand je consomme moins, je décarbone. Si mon énergie principale est carbonée, ou même si mon énergie principale est électrique, parce qu'il y a quand même une part carbone dans l'électricité. Donc là, ça s'adresse à quand même, des gros projets industriels avec des investissements supérieurs à 3 millions d'euros et qui visent une réduction des émissions d'équivalent CO2 de plus de 1000 tonnes. On a quelques projets quand même dans notre région, avec les coordonnées de la collègue en charge de cette thématique. Toutes les infos liées à nos accompagnements dans les différentes cibles, que ce soit de la bibliographie, des retours d'expérience, mais aussi les aides au financement, sont présents sur le site agir pour la transition.adem.fr. Voilà. Ensuite, vous rentrez dans les différents dispositifs avec les différents filtres.
à l'écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Manet. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance par rapport à soit les moyens de mesure dont vous avez besoin, soit les aides qui sont disponibles du coup, je pose une première question. Combien d'entreprises ont été aidées depuis 2009 je sais pas, vous savez, enfin, ou depuis. Voilà, en fin de compte, depuis 2009, c'est plusieurs centaines de projets qu'on a pu accompagner à l'échelle régionale. Alors, en nombre de projets, ça va être la répartition, c'est à peu près 3 quarts de collectivités, 1 quart d'entreprise. Ça, c'est en nombre de projets. Mais en poids économique et en poids énergie, ben, ça s'inverse. Donc, en fin de compte, l'année dernière, on a engagé pour 40 millions d'euros d'aide à l'investissement. 80% ont été fléchés vers les entreprises. Un grand nombre de projets sur entre guillemets, les petits projets issus des contrats ENR. L'année dernière, ça doit être une quarantaine. Et sur cette quarantaine, on va dire 1 quart d'entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Est-ce que vous, dans vos entreprises, il y a des choses qui ont été faites pour ceux qui ont des sites, on va dire, propres? Nous, au labo, on dépend, voilà, les bâtiments ne dépendent pas de nous. Bonjour, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre la parole. Il y a un sujet intéressant pour tous les gens qui développent et qui ont des capteurs. Et donc ça, c'est la décarbonation des activités des entreprises, la consommation énergétique et la consommation des flux. Et je pense que vous avez des énormes projets à monter sur justement l'accompagnement de tous ces sites. Parce que de produire de l'énergie, c'est bien, d'éviter d'en dépenser, c'est mieux. Et je pense que vous avez un gros projet sur tous les capteurs de limitation de justement cette consommation énergétique. Et juste un petit sujet pour parler de l'environnement tout à l'heure, que tous ces capteurs et tous ces moyens technologiques soient intégrés en éco-conception à la déconstruction de vos produits et la recyclabilité de vos produits. Si je peux faire. L'éco-conception, c'est aussi une thématique, bien sûr, qu'on accompagne. D'ailleurs, je crois que j'ai une entreprise qui est présente, qui a bénéficié de nos aides. Sur les capteurs, quand on accompagne un projet d'énergie renouvelable thermique, c'est un dernier élément qui est regardé généralement par le bureau d'études et puis par le maître d'ouvrage. Et malheureusement, quand il faut savoir qu'on est obligé de relancer les bénéficiaires de nos aides pour qu'ils nous réclament le versement de nos aides. Donc, on nous casse les pieds pour avoir une subvention, entre guillemets, mais 1 an, 2 ans après que le projet soit réalisé, on n'a toujours pas été sollicité pour verser les financements auxquels ils ont droit. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et quand ça arrive, assez souvent, on leur dit, écoutez, voilà, vous avez un justificatif à nous transmettre à minima la production d'énergie. Ah ouais, alors les compteurs, je ne les ai pas mis, ou je les ai mis au mauvais endroit, ou ils ne communiquent pas bien entre eux, je ne sais pas comment ça marche, etc. Donc, c'est vraiment très, très important ce sujet du bon choix, de la bonne installation et de la bonne communication des différents composants. Important économiquement, accessoirement pour le bénéficiaire de l'aide, puis globalement pour s'assurer qu'on efface bien une certaine quantité d'énergie possible. Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Puis effectivement, on va avoir peut-être quelques solutions possibles qui sont amenées par les capteurs et puis les différentes entreprises. Donc, maintenant, c'est Monsieur Blaise de la Smart Building Alliance qui va nous présenter un peu justement comment agir ou pas dans les bâtiments pour voilà, optimiser et driver un peu tous ces capteurs et ces actionneurs. Exactement. Je vais vous laisser la présentation. Est-ce qu'on peut juste brancher ça pour que j'ai la télécommande? Ici, parce que de toute façon, ça ne marche plus. Et ça marche pas. Bon, tout d'abord, je suis ravi de voir que le sujet des capteurs intéresse. Alors, pour me présenter, je m'appelle Aurélien Blaise.
Je travaille pour la société Nodon qui fabrique depuis une décennie des objets pour les bâtiments connectés de manière générale. Et je suis aussi délégué régional Centre et Val de Loire de l'association Smart Building Alliance, qu'on appelle communément la SBA, qui est la plus grande association de France qui traite du bâtiment connecté. Avant de commencer, je voudrais qu'on aborde le sujet de l'écologie, de l'économie, et je serais curieux de savoir combien de personnes parmi vous adoptent ce petit geste au quotidien, au mois d'hiver, c'est-à-dire qu'ils vont éteindre, couper leur radiateur quand ils vont travailler, quand ils vont faire des courses. Vraiment personne. Ah si, quand même. Pourquoi vous le faites du coup? Je ne l'allume pas. Donc vous l'allumez jamais. Ok. Et du coup, personne réduit son chauffage quand il part travailler? Ah si. Et avec le programmateur. Ok. Et quand vous faites des courses, du coup, non. Ah, ok. Alors, pareil, je vous pose la même question. Et quand vous allez à l'hôtel, ou quand vous êtes au bureau. Question piège. Donc là, évidemment, vu le peu de réponses pour les gens qui payent la facture, j'imagine bien le taux de réponse pour les environnements où vous ne payez pas la facture d'électricité ou d'énergie. Donc ça, typiquement, c'est des problématiques, c'est un comportement en fait qu'on a voulu creuser au sein de l'association, la Smart Building Alliance, et c'est une des problématiques qu'on a voulu adresser. L'association, en quelques mots, c'est une association avant tout, Smart Building Alliance, qui est une association loi 1901 non lucratif. Et aujourd'hui, c'est une association qui regroupe 482 entreprises. Et quand je dis 482 entreprises, je veux dire qu'il y a des grands groupes, des Legrand, des Schneider, des Somfy, mais on a aussi des artisans, des électriciens. Et on a l'ensemble de la filière qui a rejoint l'association. Donc, architectes, maîtres d'œuvre, promoteurs, électriciens, je le disais tout à l'heure, intégrateurs, etc. C'est une association qui a une reconnaissance de l'État, ça on va y venir dans un instant, et c'est une association qui porte des labels qui sont connus et reconnus dans le monde du bâtiment. Évidemment, à la naissance de l'association, il y a quelques enjeux qui ont toujours été essentiels. Depuis la naissance de l'asso, qui a maintenant plus d'une décennie, c'est les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, technologiques. Et on voulait que ça soit, qu'on adresse le bâtiment dans son ensemble, donc ça veut dire le bâtiment résidentiel, le bâtiment tertiaire, et pas que, le bâtiment historique, etc., etc. Donc il y a une bonne dizaine d'années, à la naissance de l'association, en fait, on avait plusieurs acteurs, plusieurs fabricants et professionnels qui faisaient des bâtiments intelligents. Et un jour, chacun donc, les faisait dans son coin, lui par-ci, lui par-là, et le fondateur de l'association les a tous réunis en disant « Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une bonne manière, en fait, de faire un bâtiment connecté, un bâtiment intelligent ?» Du coup, ils ont planché sur le sujet et ils ont rédigé ce qu'on appelle donc le manifeste des bâtiments intelligents, qui était un référentiel pour faire un bon bâtiment intelligent. Il y a les bons bâtiments, les mauvais bâtiments intelligents, ceux qui respectent les recommandations du manifeste, ce sont les bons. Alors évidemment, ces travaux, ils ont été repérés, notamment par le ministère de la Transition écologique, qui, à l'issue de ces travaux, a signé une charte d'engagement volontaire pour appliquer les recommandations du manifeste en fait, de la SBA. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, c'est 6 labels qui sont connus dans le monde du bâtiment. Donc on va avoir des labels R2S, donc Ready to Service pour les bâtiments intelligents, il y en a pour la ville intelligente, etc. etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner davantage, mais je ne vais pas
les disséquer en détail, mais sachez qu'ils existent. Donc, un bon bâtiment intelligent, c'est vraiment celui qui est labellisé, évidemment. Donc les travaux, il y en a de toutes sortes au sein de l'association, mais globalement, ils s'articulent autour de 3 axes, qui sont la Smart Home, la maison intelligente, Smart Building, bâtiment intelligent, Smart City, la ville intelligente, et évidemment, il y a tout un tas de commissions un petit peu transverses, comme les cadres juridiques, l'intelligence artificielle, qui s'appliquent un petit peu sur les 3 piliers des travaux qu'on aborde. Et évidemment, comme un bâtiment du côté de Marseille, c'est pas exactement pareil qu'un bâtiment du côté de Dunkerque. Chacun a ses problématiques locales. L'association est découpée en fait en sous-parties et on a des antennes de proximité, et notamment une en centre des Val-de-Loire que je représente. Voilà, donc on l'a vu, et vous l'avez dit, que finalement on pouvait agir un petit peu plus efficacement, je pense, au niveau du bâtiment, au niveau du chauffage, et pas utiliser simplement le programmateur. Et on a identifié 2 moyens d'agir. Le premier, c'est un peu celui, l'action sans réflexion. C'est un peu quand on suit ce qu'on entend un petit peu partout, c'est coupez votre téléviseur qui est en veille parce qu'il consomme, débranchez vos appareils électriques le soir. On entend tout un tas de choses comme ça. Alors on les applique parce que finalement c'est des recommandations, elles sont plus ou moins pertinentes, mais on va les appliquer. Finalement, c'est beaucoup d'efforts parce que je ne sais pas si quelqu'un parmi vous le fait, de débrancher ses appareils le soir, de les remettre le matin et tout ça, mais c'est, enfin, moi je connais des gens qui le font et ils y passent un certain temps, je peux vous le garantir. Il y a un impact qui est non quantifié parce que quand on fait toutes ces actions un petit peu dans tous les sens, c'est pas trop ce que ça donne, on ne sait pas ce qui a marché, on ne sait pas ce qui a été efficace, etc., etc. Ça a une efficacité limitée, parce que si on ne se sert pas du programmateur, mais qu'on le fait manuellement, bah, au moment d'aller faire 2-3 courses, bah, peut-être qu'une fois ou deux, on va oublier. Donc, ce n'est pas efficace à 100%. Et surtout, si on parle de l'hôtel ou du plateau de bureau, comme on l'a vu tout à l'heure, ça implique une responsabilité de tous. Ça veut dire que chaque salarié, eh ben, il devrait, le soir, couper le chauffage dans son bureau. Ici, je ne suis pas sûr qu'à la fin de la journée, quelqu'un va réduire la climatisation. Et pourtant, c'est ce qui devrait se passer. Après, il y a une autre manière d'agir. C'est évidemment celle qui consiste à utiliser des capteurs et des actionneurs. Et au niveau de l'effort, c'est à peu près ce que ça donne. Puisque ça ne nécessite pas de couper, débrancher. En fait, ça ne nécessite aucune action humaine. Quand on utilise des capteurs, c'est des capteurs qui vont déclencher les actions. Et l'efficacité est évidemment à 100%. Parce que quand vous allez oublier d'éteindre votre radiateur en quittant votre domicile, le capteur, lui, il va le détecter et il va avoir une efficacité à 100%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant les capteurs, on ne perd pas de confort. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet hiver, et on a eu une annonce du gouvernement qui disait « Essayez de mettre la température de votre chauffage à 19 degrés au lieu de 21 ». Là, on perd 2 degrés de confort, clairement. En utilisant des capteurs et des actionneurs, on ne perd pas en confort. D'ailleurs, pour vous donner une petite anecdote, j'ai un de mes collaborateurs qui nous a rejoints il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc lui, il chauffait sa maison avec des radiateurs électriques et il payait 215 € d'électricité tous les mois. Alors forcément, quand il est venu, on parlait du connecté, il a voulu essayer, il a commencé à installer des capteurs dans sa maison. Capteurs, des actionneurs. Et il a surtout gardé des températures de consigne de 21 degrés. Et ben, l'année suivante, il m'a dit, c'est simple, maintenant, je paye 90 € d'électricité par mois. Donc il a presque coupé
sa facture électrique en deux. Tout ça parce que les capteurs arrivent à identifier que le logement n'est pas occupé. Alors, on baisse le chauffage à ce moment-là. On arrive à identifier que c'est la nuit. Alors, on vient baisser aussi le chauffage à ce moment-là. Et lui, finalement, c'est en toute transparence que le chauffage fait des économies. Et ça a un impact significatif. Alors, justement, en termes d'impact, je voulais vous montrer où est-ce qu'on pouvait en avoir. Du coup, je suis allé sur le site du gouvernement qui publie régulièrement des chiffres. Et les chiffres, ils sont là. C'est la consommation électrique en France. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le résidentiel et le tertiaire consomment 49% de l'électricité produite en France. C'est plus que l'industrie et le transport réunis. Donc le bâtiment résidentiel et tertiaire, la moitié de l'énergie en France. Alors si on regarde de plus près, allons voir dans le résidentiel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mine de rien, le simple poste de chauffage, c'est 66% d'énergie qui est consommée pour le chauffage. 66%. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, chez moi, ma maison qui n'est jamais en veille consomme en moyenne 600 watts par heure. Ça veut dire le congélateur, le réfrigérateur, la télé qui n'est pas en veille, les enceintes connectées, etc. 600 watts par heure. Au moment où j'allume un seul de mes radiateurs, c'est 1000 watts à l'heure. Donc c'est forcément énorme. Même exercice du côté du tertiaire, finalement. Qu'est-ce qu'il consomme? Toujours les chiffres du gouvernement. Et on s'aperçoit que la consommation dans un bâtiment tertiaire, c'est 41% pour le chauffage, encore une fois. 41%. Alors, ça paraît évident puisqu'on va consommer de l'énergie pour l'activité, pour l'exploitation. Néanmoins, c'est quand même 41%, ce qui est énorme. Alors, on a analysé ça un petit peu de plus près avec la SBA, et c'est ce que je vous affiche ici. C'est une étude qu'on a réalisée en partenariat avec l'Université de Genève, où on a pris 150 logements et on a analysé. Alors, on a pris un point de référence, qui est le chauffage, le radiateur. Et le radiateur pète. On l'allume, il chauffe. On l'éteint, il ne chauffe pas. Donc ça, c'est notre point de référence. Quand on va utiliser un chauffage qui a une température de consigne, c'est-à-dire qu'on va mettre une température à 21 degrés, ou 19 degrés, pardon, et quand 19 degrés est atteint, le radiateur se coupe. Quand il ne fait pas 19 degrés, le radiateur se remet en marche. C'est finalement ce que tout le monde a chez soi. Eh ben, en utilisant ça, on réalise 3,7% d'économie. 3,7%. Par contre, si on est capable de savoir si le bâtiment est occupé ou non, et qu'on chauffe en fonction de l'occupation du bâtiment, pour 3,7%, on vient ajouter 24% d'économie. Ce qui veut dire que un quart de votre chauffage sert à chauffer une pièce vide. Alors pour agir ici, forcément, ça va passer par des capteurs. Il va falloir savoir à quel moment le bâtiment est occupé, à quel moment il ne l'est pas. Vous imaginez, n'empêche, un quart d'économie. Là, je vous donne un autre exemple. Donc, c'est une étude qui a été menée sur beaucoup moins de logements, mais sur une beaucoup plus longue période, une période de 2 ans. Et donc, on a 4 résidences. On en a 2 qui sont connectées et 2 qui ne le sont pas. Et sur les 2 années, donc chauffage-gaz pour les 4 occupants, et sur les 2 années, ben, qu'est-ce qu'on constate? Que les logements qui sont équipés de capteurs et d'actionneurs ont réalisé entre 20 et 41% d'économie sur le chauffage. Quand les 2 autres, ceux qui ne sont pas équipés de capteurs, ont augmenté leur consommation de 17 à 36%.
C'est assez marrant d'ailleurs, parce que ce qu'ont surconsommé les uns, c'est exactement ce qu'ont économisé les autres, qui sont équipés de capteurs. Sur le poste électrique, évidemment, c'est un peu moins flagrant, puisqu'on l'a vu, c'est moins représentatif, moins énergivore. Néanmoins, sur ceux qui sont équipés de capteurs et d'actionneurs, on a les 2 premiers logements qui ont réalisé entre 10 et 13% d'économie, quand les 2 autres ont été soit à l'identique, soit ont surconsommé sur les années suivantes. Ce qui est quand même assez fou. Voilà, donc il y a plusieurs moyens d'agir, finalement, au sein du bâtiment. Et il y a des choses qui sont assez simples, finalement, à mettre en place, avec un simple capteur qui va communiquer avec un actionneur. Donc, on pourrait mettre un capteur sans fil sans pile sur une fenêtre, et il vient dialoguer avec un radiateur qu'on a rendu intelligent, qu'il l'est déjà. Et à ce moment-là, en faisant ce genre de petites actions, avec un simple capteur et un actionneur, on peut aller sur des économies qui vont aller de 5 à 20%. Alors évidemment, ça va dépendre de la topologie du bâtiment, de la fréquentation, de l'usage, l'isolation, etc. Mais globalement, c'est cette fourchette-là. Et après, on peut aller sur un niveau 2, qui va être un niveau 1 finalement, mais avec une intelligence dans le bâtiment, qui va aller optimiser et aller chercher les dernières économies. C'est-à-dire que là, on va prendre une salle de classe, enfin une école, prenons le cas d'une école, et si la salle est inoccupée, à ce moment-là, l'intelligence ne va pas chauffer la salle. Si la salle elle est occupée, d'ailleurs, ça est bien souvent le cas, elle est occupée, il y a 30 élèves, il fait chaud, on ouvre la fenêtre, on vient chauffer dehors. Ça, c'est un cas classique. Le capteur identifie que la salle est occupée, que la fenêtre est ouverte, on vient couper le chauffage. C'est à ça que sert l'intelligence. Après, il existe un niveau 3, mais j'en parlerai pas parce que c'est de mettre en corrélation plusieurs bâtiments intelligents et d'agir au niveau de la ville. Donc la question, c'est comment est-ce que vous allez choisir d'agir dans votre bâtiment. Merci, Monsieur West. Décidément, le micro a du mal. Oui. Merci pour cette présentation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui a été présenté comme chiffre finalement C'est ça. Pas de réaction. Alors, je m'en vais. Mais effectivement, les chiffres sont quand même parlants. Non, mais c'est ça. C'était vraiment essentiel. Et je trouve que finalement, on dit souvent, voilà ce qu'il faut faire, voilà pourquoi il faut le faire. Et, enfin, non, finalement, on ne sait pas trop pourquoi il faut le faire. Et je tenais vraiment à présenter des chiffres quantifiés et de montrer à quel point ça avait un impact, en fait. C'est pas juste du gadget, c'est pas juste de la techno qui est là parce que elle est cool ou quoi qu'est, il y a un réel impact. Quand on voit des chiffres comme cela, oui, 20% d'économie, c'est énorme. Oui. Sur remonter consommation électrique, sur les bâtiments les plus récents, la part du chauffage elle devient insignifiante. Et c'est surtout l'électricité spécifique et les usages du numérique, des équipements de loisirs, etc. Et là, votre maison ne sera jamais intelligente. C'est quand même le bonhomme qui appuie pas sur le bouton, qui ne consomme pas. Et là, il y a un enjeu aussi qui va devenir de plus en plus important à l'avenir. Non, mais c'est sûr. Et finalement, en fait, là où on va mettre du capteur, on va retirer de l'humain. Et du coup, ça va être beaucoup plus efficace. Et alors, comme vous le dites, aujourd'hui, les logements sont mieux faits. Mais quand on voit en fait les chiffres qui sont publiés, aujourd'hui, l'ancien, il est encore trop présent. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut facilement, avec 2 produits, avoir un impact réel,
significatif dans n'importe quel type de bâtiment, et surtout l'ancien. Il y a des hôtels, on est à Orléans, le nombre de vieux hôtels qui sont super mal isolés. Si on n'a pas de capteurs et de petits actionneurs et tout ça, ben on va casquer. mais clairement, avec des petites solutions comme ça, on peut vraiment avoir un vrai impact tout de suite, maintenant, et finalement, pour pas très très cher. Je crois qu'il y a un monsieur qui voulait. Je vais vous poser la question de votre association, est-ce qu'elle travaille avec les architectes et les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage? Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'au fait des unités énergétiques de bâtiments, les architectes sont en général mis à défaut. Ils ont fait du beau, du magnifique, etc., mais qui va refroidir ou va chauffer. Et donc, quand l'énergie était pas chère, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'énergie est chère pour des raisons écologiques et économiques. Donc, j'imagine que... Comment il l'accueille, Comment? comment il l'accueille, tout ça. Voilà, comment ils accueillent le fait que les bâtiments intelligents et même les bâtiments étanches et les HQE posent d'autres problèmes aussi. De vie, de qualité de vie dans ces bâtiments. Ouais. Alors, en fait, pendant des années, on a essayé de parler aux architectes et ils nous ont ri au nez en disant ouais, votre truc, c'est un peu le futur, machin et tout ça. Et finalement, maintenant, c'est nous qui rigolons un petit peu parce que on arrive à quantifier l'impact que ça a. Et aujourd'hui, là où tout ça, c'était encore quelque chose qu'il fallait gérer en plus pour le chantier, donc c'était des complications. Aujourd'hui, en fait, c'est une demande. Et il y a une vraie demande. Les gens, ils veulent plus de quelque chose d'énergivore sur lequel ils vont devoir agir manuellement. Je dirais, c'est un petit peu à l'instar de la voiture, quoi. Qui veut une voiture aujourd'hui sans climatisation et sans vitre électrique? Eh ben, il se passe un petit peu la même chose avec le bâtiment. Aujourd'hui, les architectes, la plupart sont conscients et ils l'accueillent bien volontiers, le fait d'intégrer ça, en fait. Et même si pour certains, j'avoue que c'est une certaine douleur, parce que ça fait rentrer sur le chantier des nouveaux intervenants, il va falloir coordonner des personnes en plus sur le chantier. Mais je dirais, c'est un bien, enfin, c'est un mal pour un bien. Mais aujourd'hui, ils sont à l'écoute pour la plupart et ils n'ont pas du tout le même discours qu'il y a une dizaine d'années. J'ai une dernière question. Vous avez nommé quelques thématiques transversales et bon, il y avait la cybersécurité, j'ai déjà posé une question dessus. Ouais. Et sur l'interopérabilité de ces genres de capteurs, c'est aussi traité dans le manifeste et... C'est même essentiel. C'est un petit peu ce que je disais à la pause à quelqu'un que voilà. Mais c'est un peu, je compare souvent ça à l'ampoule électrique. Vous imaginez, il y a une marque d'ampoule, Siemens, Philips, Mazda, marque repère, et puis bah, finalement, il faudrait la douille qui va avec. Donc, il faudrait la douille Mazda, Philips, etc. C'est juste pas possible, en fait. Les gens n'ont pas envie d'être mariés à une marque spécifiquement. Donc, en fait, la base du bâtiment intelligent, c'est d'avoir une artère ouverte, interopérable, et de pouvoir y mettre ce qu'on veut. À l'instar de la douille E27 sur laquelle on va mettre n'importe quelle ampoule. Donc, évidemment, dans le manifeste, l'interopérabilité, c'est quelque chose d'essentiel, puisque ça garantit aussi la pérennité de l'installation. Aujourd'hui, on voit il y a des installations intelligentes qui, 20 ans après, sont maintenues avec d'autres marques, d'autres produits, parce qu'ils avaient fait le choix de l'interopérabilité. Donc ça, c'est essentiel. Et après, pour tout ce qui est sécurité, évidemment, pour qu'on y dédie un groupe de travail, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, bon, si on fait des actions de niveau 1 avec un capteur, un actionneur, les données ne sortent pas du bâtiment. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Je dirais, ouais, c'est plus facile de manier un pied de biche que d'aller capter les ondes. Par contre, à partir du moment où effectivement les données sont traitées, mutualisées, finalement, c'est là qu'on aura le plus d'efficacité, parce que plus on va mutualiser des données, et plus on va pouvoir optimiser. Là, effectivement, il va falloir mettre en place un certain nombre de précautions que vous pouvez largement découvrir en fait dans les travaux qui sont publiés de la SBA, qui sont à disposition.
Et d'ailleurs, si par exemple vous vous intéressez au label R2S, je peux labelliser mon bâtiment R2S, il y a toutes les préconisations pour avoir le label. Ça peut être intégré en fait à une maîtrise d'ouvrage ou remis à un architecte pour qu'il le prenne en considération. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Avec plaisir. pour votre intervention. Et puis, on va laisser la parole à Victéon, Guillaume Courtois, qui va présenter quelques capteurs et actionneurs qui peuvent être mis en place, alors plutôt dans le domaine du tertiaire. Je vais passer la vidéo. La vidéo. Enfin, je vais passer la présentation D'accord, sur ok. mon PC, puisque comme on enregistre, sinon ça ne marche pas. Ah, ok, ok, ça marche. Mais par contre, si vous avez une clé pour Ouais. passer. Parce que j'ai des animations avec des choses qui se chevauchent et tout ça. Ah, C'est bon, pour ça. ben, faites ça, et moi, du coup, Ouais. désolé, petit réglage technique. Et du coup, moi, je vais passer en parallèle, mais ouais, sans ça marche. animation. Ouais. Je prends l'HDMI. C'est pas long. Ah, il a inversé les écrans. Super. Ouais, je sais pas comment on fait. C'est pas une config de l'affichage, c'est l'affichage Caporama. Il y a une config de diamant. J'ai fait recopie vidéo. Tout en haut, je m'attendais à ce que. En ça Gauche. Là, ouais. Merci. Super. Merci, Marc. Bon, merci Aurélien pour la présentation. Je peux être parti. La prochaine fois, on fera une slide pour deux. Hein. On gagnera du temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se recouper. Je vais vous parler du smart building et plus particulièrement de notre vision du smart building et comment il peut être en fait vecteur d'économie d'énergie dans le bâtiment. Donc, je m'appelle Guillaume Courtois, je suis cofondateur et gérant de la société Victéon. Pour faire un rapide parcours sur mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans tout ce qui était sécurité et architecture informatique. Et j'ai aussi donc travaillé dans tout ce qui était conception de solutions pour les bâtiments et l'industrie. J'ai donc cofondé Vitéon avec Nicolas Dubosky, qui est donc mon associé aujourd'hui, qui lui donc a un passif dans tout ce qui est génie climatique pour les bâtiments. Vitéon, c'est une société qu'on a créée en 2020, qui compte aujourd'hui 8 employés. On a donc deux activités qui sont donc la première le génie climatique et la deuxième le smart building. On est une société donc, qui réside ici au Labo. Voilà. Je vais faire une rapide passe sur notre activité de génie climatique. Notre activité de génie climatique, c'est une activité qu'on fait aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. On est actif sur 3 domaines d'activité que sont donc le chauffage, la ventilation et la climatisation. Donc, on va traiter différentes choses, donc l'installation de pompes à chaleur, l'installation de réseaux de ventilation, de CPA, de groupes d'eau glacée, etc. Donc, aussi bien pour les particuliers que les professionnels, comme je l'ai dit juste avant. On accompagne nos clients sur ces 3 thématiques, donc les phases d'études, les phases d'installation avec nos techniciens en interne et les phases de maintenance pour la maintenance des équipements dans les bâtiments. Voilà. La société est certifiée Calipac pour l'installation de pompes à chaleur pour les particuliers et les autres installations qu'on fait pour les professionnels et les particuliers également ont la possibilité d'être subventionnées par des certificats d'économie d'énergie. Voilà. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour vous ou pour vos entreprises. Donc, la partie Smart Building. Alors,
Avec Nicolas, on a tous les deux travaillé dans le bâtiment auparavant. On a installé certaines solutions en fait, d'automatisation dans le bâtiment, donc des systèmes de GTB, de gestion technique des bâtiments. Donc ça, je vais détailler un petit peu après. Et ce qui se passait, c'est que souvent, on se rendait compte qu'en fait, les systèmes de GTB, c'était des systèmes qui étaient souvent assez complexes, déjà d'une part à mettre en œuvre. C'était des solutions qui étaient souvent faites en fait par des ingénieurs pour des ingénieurs et qui n'étaient pas forcément très interactives pour les utilisateurs finaux et donc pas forcément faciles à configurer et à appréhender. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a souhaité en fait s'associer et concevoir une solution qui permette justement de balayer un petit peu toutes ces problématiques pour rendre à l'utilisateur une solution qui se veut simple et interopérable. Le smart building, donc quelques exemples. Qu'est-ce que c'est le smart building? En fait, pour être assez simple, c'est des systèmes qui vont permettre de réaliser donc, du pilotage dans le but de faire des économies d'énergie et qui vont également favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs d'un bâtiment. Alors on va parler d'économie d'énergie, oui, on va en parler bien sûr, mais avant, j'aimerais juste faire un petit aparté sur deux décrets qui touchent les bâtiments tertiaires, donc pour les professionnels. Ces deux décrets sont le décret tertiaire et le décret PAX. Alors, le décret tertiaire, on entend beaucoup parler, donc c'est pour ça que je vais être assez rapide là-dessus. Le décret tertiaire, concrètement, il intervient sur les bâtiments à usage tertiaire qui ont une superficie de plus de 1000 m². Et ces bâtiments ont un objectif de réduction de consommation d'énergie de 40%, donc par rapport à une année de référence qui peut se situer jusqu'à 2010 et donc économie de 40% à l'horizon 2030. Voilà, donc d'autres paliers sont définis à 2040 et 2050, et en plus de ça, donc, les utilisateurs doivent déclarer de façon régulière leur consommation énergétique sur une plateforme de l'ADEME, qui est la plateforme Opéra. Le décret PAX, c'est un autre décret qui est un peu moins connu, qui concerne les bâtiments tertiaires dont les systèmes ont une puissance de plus de 70 kilowatts. Ces bâtiments de plus de 70 kilowatts ont l'obligation d'installer des systèmes de GTB, de gestion technique des bâtiments, à l'horizon 2027. Il y a une autre échéance qui est fixée, qui est celle de 2025 pour les bâtiments de plus de 290 kilowatts. Je vais vous présenter ici un exemple de réalisation qu'on a pu effectuer, donc avec une architecture d'un bâtiment. L'architecture que je vais vous montrer du bâtiment, c'est pas une architecture qui est exotique, c'est des choses qu'on rencontre assez régulièrement chez nos clients, c'est-à-dire des bâtiments qui ne sont pas neufs, qui sont existants et qui se sont améliorés, étendus avec le temps, donc en termes d'équipement. Donc ce bâtiment, alors je ne vous ai pas fait toutes les salles non plus, j'en ai représenté 4. Un bureau de direction, un espace commun donc avec des couloirs, une salle de réunion et un bureau commercial. Ce bâtiment était chauffé avec... Non, pardon. Ce bâtiment donc, était équipé donc, bien sûr de lumière, et ensuite un premier niveau avait été automatisé avec des détecteurs de présence. Le bâtiment est chauffé donc, au travers d'une chaudière gaz et était doté d'un automate de régulation pour la régulation de la chaudière. Vous avez ensuite donc, le réseau d'eau chaude, et donc chaque pièce était équipée d'un ou plusieurs radiateurs pilotés par des robinets thermostatiques, donc ça assez classique. Par la suite est venue la climatisation dans le bâtiment. Donc en premier, la partie direction avec un groupe de marque Mitsubishi, un groupe monosplit. Et ensuite, un groupe VRV de marque Daikin pour climatiser un certain nombre de pièces dans le bâtiment. Voilà. Donc sur ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour commencer à faire des économies d'énergie? Alors je vous ai mis 3 solutions. Il en existe d'autres, mais donc 3 principales. La première, qui est la planification horaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à automatiser certains équipements pour qu'ils ne fonctionnent que sur une certaine plage horaire. Donc, sur le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut automatiser sur horaire? Vous aviez donc la partie chaufferie,
avec donc au travers de l'automate de régulation, mais en aucun cas on pouvait donc automatiser tout ce qui était tête thermostatique. La partie climatisation VRV d'Ekin était possible en planification au travers de la GTC du constructeur, du même constructeur qui était installé sur le site. On ne pouvait pas donc automatiser sur planification horaire la partie Mitsubishi puisqu'il n'y avait pas d'organe de régulation spécifique. La question qu'on nous avait posée, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de bénéficier d'une planification horaire du groupe Mitsubishi au travers de la GTC d'Ekin? En fait, la réponse est assez simple, c'est non, c'est pas possible. On en revient en fait à ce que disait Aurélien tout à l'heure, c'est qu'on a un problème d'interopérabilité. Le problème en fait de ces systèmes, c'est qu'ils sont propriétaires et qu'ils sont fermés. C'est-à-dire qu'au sein d'une même marque, on va installer une GTC Dekin, eh bien c'est pour piloter du Dekin. Et encore, des fois, c'est un peu plus vicieux. Au sein d'une même marque, on ne va pas pouvoir forcément toujours piloter avec le même appareil. Donc ça, c'est une des premières problématiques qui est présente dans ce bâtiment. Un autre exemple, assez facile à comprendre, est-ce qu'il est possible d'automatiser les têtes thermostatiques au travers des automates de régulation? Non, parce que de toute façon, c'est des robinets thermostatiques tout à fait classiques, donc manuels. Donc toujours le même problème de non-interopérabilité. Deuxième solution, pour commencer à économiser de l'énergie dans le bâtiment, c'est tout ce qui est blocage de consignes de température. Donc blocage, c'est en mine, en max. On parlait tout à l'heure de réduire la consigne de 21 à 19 degrés. Ça, c'est des choses qu'on peut bloquer dans un bâtiment, puisque si on compte sur le bon vouloir des occupants, c'est souvent un petit peu aléatoire. Sur ce bâtiment, donc plusieurs façons. Donc on pouvait déjà donc faire du blocage de consignes de température. Alors là, on agissait plutôt sur les courbes de chauffe de chaudière, donc toujours au travers des automates de régulation. On avait donc bien sûr pas la possibilité de bloquer les consignes de température des têtes thermostatiques. On avait la possibilité de bloquer toujours au travers de la GTC Dekin, et encore une fois, rien au niveau de la climatisation Mitsubishi qui était complètement indépendante. Troisième solution pour économiser de l'énergie dans le bâtiment, c'est de prendre en compte la présence utilisateur dans le bâtiment, et donc dans chaque pièce. Sur ce bâtiment, donc là on va raisonner plutôt au niveau de la pièce, on a le bureau direction. Qu'est-ce qui était automatisé sur la présence? Uniquement la lumière, puisque la lumière était directement raccordée sur des détecteurs de présence. Toujours, ce qui n'est pas possible de commencer à relier le système de climatisation et tête thermostatique, toujours non. C'est toujours le même problème de non-interopérabilité. C'est vraiment une grosse problématique justement dans les bâtiments et dans les bâtiments qui existent aujourd'hui. Voilà, bon, même problème pour les autres pièces, et voilà, encore moins de prise en compte de la présence sur les salles de réunion de bureau commercial. De toute façon, on n'a pas de détecteur de présence. Voilà, donc en partant de ce postulat et avec les différents problèmes d'interopérabilité, parce que donc, plusieurs marques pas forcément compatibles entre elles, éventuellement des problèmes de technologie, on a donc conçu notre plateforme Victéon, qui est une solution pour le bâtiment, donc une solution de GTP. Notre solution, dès qu'on l'a conçue, on a voulu l'ouvrir pour qu'elle soit déjà multimarque, qu'une marque puisse communiquer avec une autre. Donc que ce soit dans le métier du CVC, mais que ce soit aussi en termes de capteurs. Pour ça, on a dû implémenter un certain nombre de protocoles et de prise en charge de protocoles, donc des protocoles filaires et des protocoles radio. Le but étant que chaque protocole, même s'il ne parle pas la même langue, que notre solution puisse les faire communiquer justement entre eux. Toujours avec un objectif d'interopérabilité. Je prends un exemple, vous avez donc une climatisation comme on le voyait tout à l'heure et un détecteur de présence. Eh bien, il est tout à fait possible d'interopérer un détecteur de présence qui est sans fil avec une climatisation qui est derrière filaire. Voilà. C'est vraiment le but justement de cette interopérabilité et du multiprotocole.
Alors, comment se passe un déploiement? Plutôt bien. Mais surtout, il se passe en 3 étapes. La première étape, c'est une phase d'audit, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans le bâtiment pour faire un relevé déjà des équipements qui sont déjà en place. Savoir déjà s'ils sont performants, s'ils n'ont pas besoin d'être remplacés, savoir s'ils sont nativement communicants ou non, et qu'est-ce qu'il faut faire pour les rendre communicants. On va ensuite discuter avec le client pour savoir déjà les phases d'automatisme que lui a déjà mis en place dans le bâtiment, et ensuite on va lui faire nos préconisations. Dans un bâtiment, on peut automatiser énormément de choses, mais on n'est pas obligé de lui sortir l'artillerie lourde tout de suite, en fait. On va déjà nous lui dire, eh bien, il est peut-être important de vous focaliser sur cette partie-là. L'autre partie, de toute façon, la solution est complètement évolutive dans le temps. Donc, cette autre partie, par exemple, on pourra le faire un peu plus tard. Voilà, et amortir justement et diviser, répartir les coûts d'acquisition. La deuxième phase, c'est la phase de déploiement. Déjà, on réutilise au maximum l'existant. C'est-à-dire qu'il a déjà un groupe de climatisation. On ne va pas lui dire, pour automatiser ton bâtiment, on va tout changer. Non, ton groupe, il est peut-être encore suffisamment viable, donc ça ne sert à rien de le changer. On va ensuite donc installer nos différents systèmes, toujours filaires ou sans fil. On va ensuite configurer et paramétrer tous les systèmes d'automatisme. Alors les automatismes, je vais y revenir un peu plus après dans les slides suivantes. Ensuite, bien sûr, on fait les tests de portée, la validation, une réception de chantier assez classique. La troisième phase, c'est la phase d'exploitation. Donc la phase d'exploitation, on va former le personnel sur place à l'utilisation de la plateforme. On va créer avec eux donc, les différents tableaux de bord pour la visualisation de la vie du bâtiment. Donc pour tout ce qui est remonté en temps réel des informations et plein d'autres choses. Et ensuite, on commence à générer les premières économies d'énergie dans le bâtiment liées directement aux automatismes des équipements. Voilà. Bon, je ne vous refais pas le planning, mais en gros, comment on raisonne chez nous? En fait, chaque équipement est vu comme une ressource. Un équipement est ensuite affecté à des pièces, et une pièce fait dialoguer toutes ces ressources, donc tous ces équipements, ensemble, quelle que soit sa marque, quel que soit son protocole de communication. Donc là, on réutilise au maximum l'existant. Pour piloter vraiment au plus fin ce bâtiment, on a dû changer les différentes têtes thermostatiques par des têtes thermostatiques connectées et ajouter des capteurs de présence dans les pièces qui avaient vraiment une plus-value. Voilà. Donc chaque système peut maintenant donc, fonctionner ensemble. Et bien, un capteur de présence va agir aussi bien sur la lumière que la climatisation, que le chauffage central. Chez nous, on peut avoir pour une pièce 3 modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement assez standard, puis un mode de fonctionnement sur planning. Le mode planning, il va être assez viable pour des espaces communs. Donc, par exemple, des couloirs. Des couloirs, on va les mettre en température à une certaine heure et ils vont s'éteindre quand tout le monde est parti. On peut également piloter d'autres choses. Je l'ai dit pour, par exemple, lié au confort utilisateur ou, par exemple, pour des lumières. Donc, des enseignes lumineuses, on peut très bien les piloter au travers de la solution, donc sur des tranches horaires qui seront définies. Le deuxième mode de fonctionnement, ça va être de la détection de présence. Donc là, on revient un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Pour nous, de la détection de présence, on va plutôt agir sur des salles qui sont occupées de façon aléatoire. Très clairement, cette salle s'y prête très bien. On ne sait pas à l'avance comment cette salle va être occupée. Donc, on peut très bien la faire fonctionner sur détection de présence. Ça ne sert à rien de chauffer quand il n'y a personne. Et ça ne sert à rien de chauffer quand la salle est inutilisée, en fait. Voilà. Le troisième mode de fonctionnement, ça va être le mode par apprentissage. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement un peu plus poussé qui découle en fait directement du deuxième. Le but, il va être surtout valable pour des systèmes avec une inertie assez importante. Le but étant de mettre en température les pièces suffisamment tôt pour que quand la personne arrive, eh bien, la température de confort qu'on souhaite soit déjà atteinte. Mais le but étant d'aller grappiller en fait à chaque fois les dernières économies d'énergie pour ne pas allumer suffisamment tôt, pour ne pas consommer
trop et quand ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre les habitudes des occupants pour que chaque pièce puisse se gérer de façon automatique et de façon pas du tout homogène, en fait. Voilà, donc là, on était plutôt sur tout ce qui était pilotage des équipements et notamment tout ce qui était pilotage des équipements CVC pour les économies d'énergie. Et notre façon de faire des économies d'énergie, c'est de faire de l'analyse énergétique. Donc, EMS pour Energy Management System. Chez nous, on fait de l'analyse énergétique des bâtiments. Et pour ça, on le fait toujours en 3 phases. Je pense qu'on a bien le chiffre 3. Mais première phase, on commence à se connecter avec vos distributeurs d'énergie. C'est-à-dire qu'on va se connecter, vous nous donnez votre accord, et nous, on se connecte sur les fournisseurs d'énergie, donc électricité, gaz, et on récupère directement les consommations de votre bâtiment sur notre plateforme. À partir de là, on dispose des consommations globales du bâtiment. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller faire du comptage et du sous-comptage sur des thématiques importantes. Et donc pour ça, on va installer des sondes et des sous-compteurs d'énergie. Donc, on va prendre des cas d'usage comme de la climatisation, des groupes de clim. On va analyser de l'énergie sur des CTA, des centrales de traitement d'air, des bornes de rechargement de véhicules électriques. Voilà. Et tout ce qui est appareil de production d'énergie, tout ce qui est appareil énergivore. On va analyser tout ça, on va le stocker, et ensuite, on a des interfaces qui nous permettent de comparer les énergies qui sont consommées. Le but étant d'identifier les économies d'énergie qu'on peut encore aller chercher par rapport à ces analyses. On va voir qui consomme quoi en fait, et surtout quand. Pour voir éventuellement les dérives qui peuvent être observées sur différents équipements et d'essayer de lisser justement toutes ces consommations. On a la possibilité de mettre en place aussi des systèmes d'alerte quand il y a des dérives de consommation pour justement agir avant de se rendre compte en fait, d'une dérive quand il est trop tard. C'est-à-dire en recevant une facture un peu salée. Voilà, donc pour résumer, notre plateforme, elle est entièrement basée sur une solution web, donc accessible à distance, même quand vous êtes en dehors du bâtiment. Elle se veut multi-bâtiment, c'est-à-dire qu'avec un compte utilisateur, vous pouvez gérer plusieurs bâtiments. Donc, si vous faites partie d'un groupe et que vous gérez plusieurs bâtiments, vous pouvez très bien le faire, et ça, tout à fait à distance. Elle est multi-utilisateur. On a une gestion des utilisateurs qui est assez poussée, donc vous pouvez donner des droits spécifiques à des utilisateurs pour donner accès à des ressources sur certaines thématiques. Elle est éligible à des subventions, donc vous pouvez bénéficier de subventions pour l'installation de notre plateforme, notamment par rapport à la fiche qui est la BAT TH116 qui concerne l'installation d'une GTB dans un bâtiment. La solution est éligible également en classe A, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de régulation qu'il peut y avoir sur des GTB. Et puis pour la dernière, donc cette solution, en fait, on la fait évoluer tout le temps. On développe des nouvelles fonctionnalités et on les pousse automatiquement. Dès qu'une mise à jour est poussée, chaque utilisateur dispose de la dernière version sans avoir à faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se déplacer sur le site pour installer des mises à jour. On pousse et directement tous les utilisateurs en bénéficient. Donc voilà pour, j'espère avoir tenu dans le temps imparti, voilà pour notre vision du Smart Building. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à l'écoute pour y répondre. Merci Guillaume. Du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux différents éléments présentés? Moi, j'en avais une. Donc, par rapport à vos différents systèmes, vous avez réussi à vous connecter et rendre interopérable avec à peu près tous les systèmes des bâtiments, ou il y a encore quelques irréductibles gaulois, on va dire? Alors, on arrive dans la majorité des cas à s'interfacer avec tout ce qu'il existe dans le bâtiment. Après, on revient toujours un peu à ce que disait Aurélien tout à l'heure, c'est qu'il y a des vieux systèmes qui ne sont pas forcément connectés.
Donc là, là c'est des choses qui nous posent des problèmes, mais on arrive toujours à trouver des solutions pour rendre justement interopérable. Et à partir du moment où on rend interopérable aussi un système, on bénéficie d'une gestion uniformisée. C'est-à-dire qu'on va piloter de la même manière une clim Mitsubishi qu'un groupe d'eau glacée Carrier, par exemple. Voilà. C'est quelque chose qui est complètement uniforme et on arrive vraiment à s'interfacer avec quasiment tout dans le bâtiment. C'est très intéressant. Je me posais la question, quelles sont vos relations avec les énergéticiens qui font la maintenance de tous ces outils-là? Alors, Parce que à chaque fois qu'on essaie de les faire optimiser, la réponse, c'est justement, c'est pas, ils dialoguent pas entre eux, etc. C'est un vrai sujet, donc ils préfèrent vendre du nouveau matos que d'upgrader l'ancien. c'est ça. Donc, du coup, vos relations-là, ils viennent un peu en concurrence, ou quelles sont les relations que vous pouvez avoir avec des grands groupes comme Dalkia, RWE? Ok. Ouais, non, c'est un peu la problématique sur des gros bâtiments. Prends un bâtiment ici comme le labo. Ce bâtiment est géré justement par un des grands groupes que vous venez de citer. Ces grands groupes ne vont pas forcément être ouverts à l'interopérabilité. Ils préfèrent, eux, ils prennent le contrat de maintenance global, donc il n'y a pas forcément de discussion possible et l'installation de systèmes comme ça. C'est quelque chose qui est problématique. Si on ne le demande pas, on renvoie, quoi. Oui, si le client C'est lui qui paie la facture énergétique, mais s'il n'exige pas de son prestataire d'avoir des économies, s'il n'intéresse pas aux économies. Ouais. Ça va être surtout compliqué sur des entités publiques où il va y avoir vraiment des marchés, un marché global de prix. Et là, ça va être très, très difficile de commencer à rentrer sur ces marchés-là, puisqu'il n'y a pas de discussion possible avec ces groupes-là. Et moi, j'avais une question en plus par rapport voilà, à ce qu'on fait au crédit. Est-ce que vous avez des problèmes de propagation dans les bâtiments par rapport aux différentes technologies qu'on a vues? Il y en a certaines, bon, quand c'est filaire, c'est plus de boulot, mais il y a moins de problèmes de propagation. Au niveau du sans-fil, voilà, est-ce qu'il y a des problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Oui, il y a des problématiques. Alors déjà, chez nous, il n'y a pas forcément un bâtiment type. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer les technologies en une technologie pour être plus pertinente par rapport à une autre. On a fait différentes expérimentations, notamment sur du Zigbee. On a vu que le Zigbee, des fois, était parfois un peu capricieux dans les bâtiments. Comme dans l'agriculture, visiblement. Voilà, dans l'agriculture, comme l'a dit tout à l'heure. Ensuite, en termes de propagation, il y a différentes façons en fait, de dimensionner des environnements radio. J'en vois trois. Il y a le doigt mouillé. Ça, c'est pas forcément la meilleure. Ensuite, c'est d'y aller un petit peu, d'y aller à tâtons en installant des bornes et faire des mesures de réception. Donc ça, c'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on installe des bornes et on effectue des mesures de réception, de performance voilà, un peu partout dans le bâtiment. Et après, une autre méthode, voilà, je rejoins un petit peu la présentation que vous aviez fait sur, je ne sais pas si c'est des choses qui sont dispo en ligne, Oui. sur des études justement de propagation d'ondes dans les bâtiments. Donc là, c'est des choses aujourd'hui que nous, on ne fait pas. Oui, non, effectivement, ça fait partie d'un atelier qu'on avait présenté il y a quelques temps sur la 5G, mais qui s'applique à plein d'autres technologies radio, finalement, sur la propagation dans les bâtiments. Et justement, avec un exemple de propagation d'ondes voilà, dans la labo. Tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Et puis, de toute façon, vous avez un stand voilà, pour qu'on voit un peu plus concrètement les produits que vous avez développés. Voilà, ce sera avec plaisir. Merci. Donc, Marc Verwitsch de TLG Antea Group, TLG Pro, pardon, Antea Group, va s'installer pour faire la présentation suivante par rapport à justement comment on peut à la fois faire des économies d'énergie, mais peut-être même encore aller plus vers le côté responsabilité sociétale et environnementale, qui fait partie des choses que TLG Pro peut proposer.
Donc, Marc, je te laisse le micro et la parole et l'écran. Bonjour à tous. C'est quelle est la technique? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer, je vais vous présenter la société qu'on a intégrée au mois de novembre. À l'origine, notre société, c'était LG Pro. On est une société de 7 personnes et on a été racheté en novembre 2022 par le groupe Antea. Le groupe Antea, peut-être que certains le connaissent, c'est... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Le groupe Antea, c'est un groupe qui représente environ 3200 personnes, 3300 personnes, qui a été créé en 1994, qui a son siège à Olivet, pour la France, et qui est une société hollandaise qui a été créée aux Pays-Bas. En France, il y a à peu près 1000 personnes. On est représenté, on est dans 15 pays étrangers, on a 90 agences, et on a deux produits principaux, qui est une solution LXEA et une solution Mobius, qui va se tuiler un peu avec Victéon, mais qui, pour en bonne part, est très complémentaire. Un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros. Les enjeux aujourd'hui sont des enjeux climatiques en ce qui nous concerne. On constate que le monde change et notre société souhaite y apporter sa compétence. Pour accompagner ces enjeux, on travaille sur plusieurs types de métiers, notamment dans l'infrastructure, les industries responsables, la transition énergétique, l'économie circulaire ou la biodiversité. Ça, ce sont les principaux métiers, on va dire, sur lesquels on travaille. Antea dans le monde, c'est 280 implantations dans le monde parce qu'on est rattaché, enfin du moins on travaille avec Inogène Alliance, qui est, dont vous avez 5000 experts dans le monde. C'est 150 pays dans lesquels Inogène exerce. Voilà à peu près comment on est implanté aujourd'hui entre les projets récents d'Antea et les implantations dans le monde, avec les partenaires d'Alliance. Je passe assez rapidement. Voilà en France ce que ça représente, 121 millions d'euros de chiffre d'affaires, 980 collaborateurs, 31 implantations, un petit peu partout sur le territoire, un très gros maillage. Une société qui est engagée, hein, donc on est membre du Global Compact des Nations Unies. On est aussi, alors c'est pas une certification sur la partie RSE, Silver et Covadis, et puis on est attaché, on est signataire de la charte de l'ingénierie hein, pour le Syntec sur le climat. Des projets qui sont multisecteurs, hein, qui sont aussi bien dans l'agroalimentaire, la chimie, l'automobile, les travaux publics, l'aéronautique, l'énergie. La grande distribution, le service aux collectivités, la logistique et l'immobilier. Donc là, on balaye relativement large. Hein. Donc, excusez-moi, un peu vite. On travaille aussi bien dans le privé que dans les collectivités. Alors, on a des certifications, certification MAS hein, pour les acteurs industriels, sur la gestion de la santé et de la sécurité, et puis sur la maîtrise de l'impact de l'environnement. On est aussi ISO 27001, donc pour apporter une sécurité sur la data et sur le traitement des données informatiques. On a notre propre ferme de serveurs, redondée d'ailleurs entre Paris et Orléans. Et on est qualifié OPQIBI. Alors pour moi, c'est assez nouveau, hein, puisqu'on a été racheté en novembre, je précise. Donc moi, il y a des nouveaux métiers que j'aborde. Celle-ci est relativement importante en fonction des bureaux d'études avec lesquels on va travailler. Voici les principaux métiers sur lesquels on exerce. Donc l'environnement,
l'eau. Alors, l'eau est un très gros pôle, hein, puisque ça représente en France pratiquement 450 personnes. Les métiers de l'eau sont très riches. Donc, on va parler d'économie d'eau, bien sûr. Les infrastructures, donc là, c'est le bâtiment, économie d'énergie, bien sûr. Et puis la data, qui est plutôt transverse, justement, à ces trois métiers. Alors, j'ai voulu axer ça sur la RSE. Parce que on parle de capteurs, on parle d'économie d'énergie, on parle d'économie d'eau, on parle d'économie en général. Et ça rentre dans un cadre aujourd'hui qui est la RSE, qui touche aussi bien donc les trois piliers de la société, l'économie et l'environnement. Et tout ça pour avoir une gouvernance justement sur ces économies d'énergie, sur ces économies en général. Comme l'a dit très justement Guillaume, il faut avoir une vue plus synthétique, avoir une interopérabilité des matériels et des équipements. La RSE, c'est cette interopérabilité de gouvernance et les capteurs et des plateformes telles que Victéon ou la nôtre sont des moyens justement de fédérer et d'optimiser ces économies et d'avoir souvent une aide à la décision, voire des économies concrètes, comme l'a dit Aurélien, avec des chiffres très probants. Alors, c'est quoi un signal fort, celui d'une organisation qui assume les impacts de ses décisions et s'engage pour un développement durable de ses activités. Donc là, ce sont des mots, mais c'est aussi une question d'utilité profonde pour les entreprises pour répondre à des défis majeurs de notre société. C'est un peu évident, mais quand on regarde comment on évalue une société sur la partie RSE, on l'évalue au niveau de sa gouvernance, du respect des droits humains, sur les conditions de travail de ses employés, sur le rapport à son impact sur l'environnement. Et c'est là, nous, qu'on va intervenir. Au niveau de la loyauté de ses pratiques, sur son respect des consommateurs, là aussi, ça peut jouer sur comment on est responsable par rapport aux consommations, à la production qu'on réalise sur nos produits manufacturés, par exemple. Pour la positivité de son impact sur les communautés locales de développement et territoire. L'impact de la loi Pacte, parce que derrière, il y a une loi, et souvent, des fois, on l'oublie peut-être un petit peu en RSE, c'est que cette loi Pacte, elle influe directement sur la possibilité d'instaurer la raison d'être dans les statuts d'une société. Hein, sur la loi de l'article 1835 du Code civil. Et ça, c'est une modification qui est relativement importante et qui influe à moyen et long terme sur la nature des sociétés. Le label RSE. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une norme. Hein. Actuellement, il y a plutôt plusieurs labels. Il y a des généralistes, EcoCert, label Lucie, engagé RSE, etc. Il y en a qui sont sectoriels. Hein, et elles se divisent donc en trois grandes catégories. Nous, plus particulièrement, chez Antea, on est engagé RSE. Alors, il y a des organismes d'évaluation et on parle de l'AFNOR, la certification référentielle 26000. Donc, ce n'est pas une certification, c'est pour l'instant un référentiel. Et nous, on a choisi EcoVadis pour être évalué. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on est évalué au niveau RSE pour le groupe Antea, Antea France principalement. Voilà pour donner un cadre un petit peu sur les objectifs d'Antea Group, pourquoi ils nous ont rachetés. Nous, petite société TLG de 7 personnes sur lequel on fait plutôt de l'informatique industrielle, sur lequel on va faire de la liaison sur des équipements, des capteurs, sur des automates, avec une plateforme qu'on a baptisée Mogus, c'est une solution complète. Ça fait 13 ans qu'on existe. Ils nous ont racheté tout simplement parce qu'on a cette compétence à aller chercher justement des données sur des équipements plus ou moins obsolètes et de les rendre interopérables. Là, on rejoint Victéo. Donc, cette interopérabilité, principalement nous dans le secteur de l'industrie, puisqu'on travaille principalement avec des grands groupes jusqu'à présent, Procter & Gamble, Dior, La Poste, et tout ça au niveau national, afin de pouvoir monitorer en temps réel des informations de traçabilité, des informations climatiques qui proviennent de capteurs et d'équipements divers et variés. Alors, on a créé une solution qui s'appelle Mogus, qui permet de collecter, de traiter et de publier les données de nos clients. Alors, la solution, elle est composée comment? Voilà un petit peu l'architecture.
on est agnostique en termes de capteurs. Quels que soient les types de capteurs, on est capable de les connecter. C'est très rare qu'on n'ait pas cette capacité. Ensuite, on a une passerelle. Je précise, on ne fabrique aucun équipement. Les équipements sont du matériel qu'on référence et qu'on rend interopérable ou qu'on intègre référentiellement dans notre solution. On va mettre une passerelle, qu'elle soit filaire ou qu'elle soit radio, et on va le mettre dans le cloud. Et on a aujourd'hui deux plateformes avec l'intégration dans T1. On a Neo2, qui est notre plateforme initiale, avec laquelle on va travailler avec Excel, par exemple. Vous travaillez sur Excel, vous uploadez votre feuille Excel et puis vous venez la peupler. C'est très simple. C'est cette simplicité qui, d'ailleurs, a fait notre force, parce que tout le monde utilise Excel, mais tout le monde n'utilise pas une solution en ligne. C'est bien que ça évolue régulièrement. Et puis l'XEA, qui est plutôt orienté données environnementales, sur lesquelles on va collecter des données plutôt orientées cartographie, système d'information géographique. Et bien sûr, tout ça, c'est full web. Donc, en option, on va pouvoir brancher ça sur des CTA, sur du photovoltaïque, des drones ou des automates. Alors, notre solution, elle permet Mobius bien sûr, de mesurer avec des capteurs, de collecter avec une passerelle, et puis d'analyser des consultations, de faire de la supervision ou faire du reporting. La solution, elle est composée donc de matériel, de logiciels et de prestations métiers. Nous, notre force aujourd'hui avec Antea, c'est que non seulement on a une solution, on a une plateforme, on peut mettre en œuvre, mais on a aussi des experts, qu'ils soient énergéticiens, spécialistes dans l'eau, spécialistes en environnement, spécialistes dans le domaine de la réglementation. Et ça, c'est une grosse force aujourd'hui qu'on est en train de déployer. Alors, cette solution aujourd'hui, Mobius, telle qu'elle elle est basée sur une plateforme qui s'appelle Neo2, une plateforme universelle et collaborative, sécurisée, qui permet de piloter les données, donc à la fois de l'acquisition. Je précise que l'acquisition, c'est 70% à peu près du travail, c'est de savoir correctement aller la chercher pour pouvoir la rendre disponible sur un serveur. Le traitement, le stockage, son exploitation et sa diffusion. Voilà à peu près où se situe Mobius. Alors, je précise qu'on est souvent dans le domaine de l'industrie, et donc dans la pyramide de collecte des données, souvent on parle de supervision avec ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des SCADA, qui sont des logiciels qui travaillent en temps réel. Le temps réel, c'est pour nous la milliseconde. Nous, on travaille à la seconde, et c'est une très grande différence. Et puis, dès qu'on est dans le climat, en fin de compte, c'est vraiment le temps qui change, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de données qui sont toutes les 10 minutes, voire 4 fois par jour. Et pour nous, ça fait 2 siècles. C'est entre la milliseconde et... Donc, mais c'est le même outil qui va être capable de faire ce pas de temps complètement différent. On va pouvoir travailler jusqu'à la création d'algorithmes métiers. Et pour pouvoir transmettre ça ensuite sur les systèmes d'information, ERP, et faire de la BI. Donc tout ce qui est en pointillé rouge, voilà à peu près le périmètre sur lequel aujourd'hui nous travaillons. Et bien sûr, on apporte du service, puisqu'actuellement, la direction, la BU, on va dire, chez Antea, qui s'occupe uniquement de l'informatique, on est à peu près 40 personnes. C'est 40 développeurs qui sont uniquement là pour à la fois maintenir et développer des solutions telles que Mobius ou l'IKEA. Alors, du matériel, divers capteurs. Là, ce sont des capteurs du marché. On a créé une déclinaison pour Mobius City, à savoir qui est plutôt orientée sur les bâtiments. Donc là, on se rapproche un peu de Victéon, mais peut-être qu'on sous-traitera certaines parties à Victéon. Parce qu'ils sont peut-être plus performants que nous sur cette partie-là. Et donc là, c'est toujours la même architecture, mais avec, on va dire, des caractéristiques spécifiques au bâtiment, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. On a fait aussi Mobius Museum, puisqu'on a mis ça en place au musée des Beaux-Arts, on a mis ça à la médiathèque, on a mis ça au musée du Louvre, où là, on a une population qui veut avoir un suivi climatique des œuvres avec l'objectif de prévenir les accidents qu'il peut y avoir sur les œuvres et éventuellement de réduire leur police d'assurance parce qu'ils ont la preuve comme quoi ils font de la prévention sur les risques d'accidents sur les œuvres
ou alors entre prêts, entre musées. Ça permet de prouver, certains musées exigent à ce qu'il y ait un contrôle quotidien de la mesure de la température, de l'humidité ou du point de rosée. On a aussi un projet qui s'est terminé d'ailleurs, qui s'appelait Sphero, et là on est carrément, alors ça a été dit être un projet qui a été soutenu par le pôle Dream. C'était un projet qui était en recherche et développement pour faire de la prédiction de fuite d'eau sur un réseau d'adduction d'eau potable. On voulait mettre de l'intelligence artificielle. In fine, ça n'a pas été de l'intelligence artificielle, ça a été plutôt un algorithme bien pensé qui donnait des résultats plutôt probants. L'objectif principal ici sur ce projet Sphero, c'était bien sûr de cartographier. On a travaillé avec la SOR, on a travaillé avec l'ENGES, avec l'Université de Lille, et ça a permis notamment de prédire les fuites, et c'est très efficace, de prédire les fuites pour ensuite pouvoir prédire le montant des travaux qu'il y aura à faire. À partir du moment où vous avez des canalisations d'adduction d'eau, les travaux peuvent coûter très cher. Dès que vous constatez qu'il y a une fuite d'eau sur une canalisation, ça suppose de gros chantiers. De pouvoir anticiper justement les fuites et de pouvoir anticiper les travaux, c'est un enjeu primordial. C'était uniquement un projet d'R&D qui normalement, en 2023-2024, devrait se poursuivre et s'industrialiser. Donc voilà le réseau, brièvement. Voilà. Sur le Louvre, par exemple, on a équipé la salle des États, là où il y a la Joconde. On a équipé 2 salles qui se trouvaient, la salle Charles Quint et la salle... on visualise sur notre logiciel température, humidité et détection des capteurs. Et je parle, alors techniquement, on est en LoRa et on est capable de traverser 4 mètres de mur avec ça. On est capable d'aller sur 2 étages en dessous. On est capable d'aller jusqu'à la salle des États qui est de l'aile Denon à l'aile Richelieu avec uniquement une seule passerelle. Temps de mise en œuvre pour une vingtaine de capteurs, on a mis 2 heures. Ils ont été très surpris de la vitesse à laquelle ça se mettait en œuvre et à laquelle on pouvait retrouver l'information sur l'écran. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, voilà l'architecture telle qu'elle est présentée. Qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Eh bien, on a des fonctionnalités relativement vastes, notamment en reporting, puisqu'on est capable de produire particulièrement le rapport ISO 50001, qui est relativement complexe, et ce, à partir d'une feuille Excel. Alors là, on l'a fait plusieurs fois, c'est un exercice assez périlleux, mais ça fonctionne. Bien sûr, on fait de l'historisation, on fait des tableaux de bord, bien sûr, pour surveiller éventuellement dans l'agriculture ou dans des bâtiments industriels. On crée des rapports, par exemple là, des rapports énergétiques. Je précise à chaque fois qu'on part d'Excel, ce qui fait que c'est d'un usage très simple, très facile, et on ne remet pas en cause éventuellement les documents qui ont été déjà conçus, ce qui est très, très souvent le cas, qui ont été conçus sur Excel avec déjà souvent de la formulation mathématique. On ne cherche pas à reprendre ces formulations mathématiques pour les mettre en algorithme. Éventuellement, on les fait progressivement et on permet en fin de compte à chaque utilisateur de prendre en main assez facilement l'outil à partir d'usage qu'il a déjà d'un outil comme Excel qui est un peu universel. Bien sûr, on va avoir des courbes de tendance et autres. On va avoir aussi un mode d'alerte, que ce soit par SMS ou par mail. Donc là, ça permet d'envoyer des consignes, ça permet d'alerter quand il y en a des dépassements de seuil. On va aussi partager l'information, étant donné qu'on est full web. On s'est amusé, par exemple, ici, à une époque, avec la rosace qui était au labo, de la publier sur les écrans qui se trouvent dans le labo. Étant donné qu'on est full web, on est capable de diffuser l'information un petit peu partout. On a fait ça chez Saint-Gobain aussi, sur lequel on voulait avoir un taux de rendement synthétique dans les couloirs, afin que la direction et les opérateurs puissent suivre la performance de la production au sein d'une usine. Donc, on fait aussi bien des choses relativement précises en termes de traçabilité de production que du suivi climatique qui est plus informatif ou avec des délais plus longs. Donc, Mobius, voilà, c'est ou des automates, des capteurs, la data métier,
de la mesure, voire même de la connexion sur des sites externes. Une identification, alors je précise aussi qu'on peut renvoyer de la consigne afin de pouvoir changer des seuils ou quand on a des capteurs en edge computing, carrément aller changer des paramètres en direct et que ce soit en LoRa, que ce soit en filaire, enfin, en termes de connexion, en termes techniques, on n'a pas beaucoup de freins, si ce n'est des freins radio liés, on va dire, à l'environnement. Et on a déjà fait travailler le CRESIT, notamment sur la cartographie radio. Enfin, on a failli, excuse-moi, on a failli. Mais ça me semblait très intéressant, justement, de pouvoir proposer un diagnostic de bâtiment, parce que ça fait, à mon avis, gagner beaucoup de temps pour percevoir et comprendre un bâtiment et où positionner les capteurs et les passerelles, ce qui fait gagner à la fois du temps et un investissement en termes de capteurs et de passerelles. Mais ça, je pense qu'il y a encore un petit peu d'évangélisation à amener chez les décideurs, dans le privé notamment. Voilà, on peut ajouter bien sûr tout type de capteur, on peut faire du contrôle d'accès. Là, par exemple, à la médiathèque d'Orléans, on a mis capteur de CO2, comptage de présence, capteur de température et d'humidité. Et l'objectif, c'est de croiser ces informations-là pour savoir à partir de quel moment, quand la salle qui peut avoir 150 personnes maximum, à partir de quand les gens vont aller à la tête. Parce que quand il y a trop de CO2, quand il y a trop de monde à lire dans la salle, c'est à partir de quand ça devient problématique. Et de pouvoir alerter en temps réel, sur portable, en open data, s'il est utile d'y aller ou de ne pas y aller à certaines périodes de l'année, notamment juste avant les examens. Alors, on fait bien sûr de la traçabilité de production avec les défauts de qualité. On travaille beaucoup avec Procter & Gamble notamment sur. Donc là, on met aussi bien des capteurs, quels qu'ils soient, que se plugger sur des bases de données existantes ou sur des automates, hein, pour avoir les défauts de qualité. On a fait par exemple, vous connaissez tous la lessive Ariel ou Head & Shoulders. Alors il faut savoir que les shampoings, c'est quasiment notre applicatif qui fait la traçabilité de la totalité des shampoings qui sont faits par Procter à bord. Et la lessive Ariel, tout le circuit qualité, il est contrôlé par notre outil aussi, NeoTool, à Amiens, sur à peu près 19 lignes de lessive. On fait des séquenceurs de recettes, ça vous parle peut-être moins. Là, on s'éloigne un petit peu des capteurs. Et là, par exemple, on fait toute la ligne de mascara de chez Dior, où on intègre en fin de compte les recettes de fabrication qui peuvent avoir jusqu'à 62 produits différents. Et on fait du contrôle de vannes, d'automates, de lavage, et on intègre la recette au sein de la fabrication. On fait bien sûr la planification des ordres de production, on fait la réconciliation avec l'interopérabilité, comme vous avez pu le voir sur la pyramide, avec le système d'information. On prend les ordres de fabrication et on va pouvoir contrôler ce qui se passe sur le terrain et renvoyer l'information une fois que la production est réalisée. On va faire les pesées de stock et de matières premières. Donc là, on utilise très souvent des capteurs plutôt de poids. Hein, c'est des coûts de mesure. Donc là, en fonction et on va savoir, bien sûr, les rendre interopérables en fonction des protocoles utilisés. Voilà. Et le matériel, voilà, un type de capteur, par exemple. Donc là, c'est un produit suédois, fabriqué en Chine, qui a été mis d'ailleurs au Louvre. Voilà, c'est une partie avec 6 capteurs différents intégrés. C'est gros comme une pile, à peu près. Là, des capteurs un petit peu plus gros qui vont fonctionner en LoRa ou alors en 463 MHz, avec le cadran ou pas de cadran. Et les passerelles, qui sont des passerelles diverses qu'on peut trouver aussi dans le commerce. Voilà. Merci. Merci Marc pour cette présentation, effectivement plus vaste que juste les capteurs pour les économies de l'énergie. Mais bon, finalement, c'est pareil, quand tu parlais de recettes, il faut aussi optimiser, j'imagine, les matières premières. Et ça rebondit sur la présentation du tout début du séminaire avec des capteurs de poids justement dans la logistique qui pourraient même être sans pile, sans fil. Tout à fait.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport à ces différents sujets? Bonjour, Jean-Charles Bloin de la numérique. J'avais une question qui concerne un petit peu le monde, les acteurs de l'eau. Vous avez présenté tout à l'heure une petite expérimentation à ce sujet. Au terme concernant le réseau de communication de protocole, j'ai entendu parler récemment, parce que bon, le LoRa fait la part belle pour la plupart des choses, mais pour les acteurs de l'eau, y compris pour l'efficacité, puis pour un rapport coût par rapport aux disponibilités des équipements des capteurs sur le marché, du protocole Wireless Plus également, auprès enfin pour beaucoup, enfin, soit Veolia, les autres distributeurs. Est-ce que vous avez des choses à vous en savez quelque chose? À ce jour, non. Je sais il faut savoir qu'on a une équipe d'à peu près 10 personnes qui ne fait que de la métrologie. Étant donné que ça fait que 6 mois que je suis chez Antea, je suppose qu'ils s'en sont préoccupés, mais moi je ne suis pas au courant. Voilà. Merci. Oui, après, ça peut être des protocoles propriétaires. Voilà, comme on l'a dit, pour le bâtiment, il peut y avoir des protocoles propriétaires sur des grands acteurs qui ont développé, je ne sais plus le nom exact, sur les relevés de compteurs d'eau ou de choses comme ça, qui fonctionnaient en 433 aussi, avec un protocole particulier. Oui. Juste, s'il n'y a pas d'autres questions avant de conclure, je veux vous dire deux, trois. Ah ouais, je vais récupérer, merci. Deux, trois petites nouvelles par rapport aux prochaines activités côté Crésit Industrie. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Ouais, je pense que ça... il faut que j'en ferme quelques-unes. C'est la seule présentation que je voulais passer qui est plante. Je vais la rouvrir. Désolée pour le petit moment. Voilà, donc le programme qu'on a fait. Voilà, juste pour vous dire, côté Crésit, on a quelques formations qui sont prévues. Donc, il y en a une formation sur la compatibilité électromagnétique pour que vos produits électroniques puissent avoir le marquage CE. Donc, ça aura lieu le 20 juin ici au labo et ça sera fait par Dia Chariac, notre spécialiste côté mesure. Une formation sur le VHDL et les FPGA. Donc, c'est des composants électroniques assez spécifiques pour faire tout ce qui est traitement du signal. Et ça aura lieu le 6 et 7 juillet, toujours ici au labo à Orléans. Et c'est Christophe Alérac que vous avez pu entendre en première partie qui fera cette formation-là. Et toujours Christophe interviendra pour une formation sur tout ce qui est antenne, justement, pour savoir comment la positionner et des erreurs à ne pas faire et des règles de bonne pratique également sur ce côté-là. Et la formation aura lieu le 20 et 21 septembre 2023. Ensuite, dans les prochaines activités, je ne l'ai pas marqué, mais on sera à Vivatech, Christophe et moi, mercredi et jeudi prochain. Donc, si jamais vous passez à Vivatech, n'hésitez pas à venir. On sera sur le stand de la région Centre-Val de Loire. On a un CAF Data qui est organisé avec l'ABIA, qui est une autre structure du labo qui travaille vraiment sur le côté intelligence artificielle. Et justement, la thématique, ça sera l'éco-conception. Donc, est-ce que l'IA y participe ou pas? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour faire de l'éco-conception? Voilà, toutes ces thématiques sont abordées. On a un séminaire encore sur l'IA, mais là, on va s'intéresser plutôt aux composants électroniques et aux architectures électroniques, avec notamment un petit point d'attention sur comment accéder aux mémoires de façon optimisée et pas perdre trop de temps dans ces accès-là. Et puis, un atelier au mois de décembre, donc dans pas mal de temps, sur justement l'interopérabilité des systèmes. On en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, mais l'idée, c'est de creuser un peu plus cet aspect-là, notamment sur les systèmes industriels,
mais aussi sur le côté radiofréquence, protocole sans fil, etc. Et puis, sur le côté financement de différents projets, donc là, le Crésit participe à un projet qui s'appelle Polytronics, qui est porté par le pôle de compétitivité Polyméris, qui vient d'ouvrir là au mois de février dernier. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique pour que les entreprises qui à la fois conçoivent des produits innovants avec des polymères et de la plasturgie avec de l'électronique, donc bon, un peu tous les objets connectés, on va dire, puissent avoir un financement sur ces projets avec, pour tout ce qui est preuve de concept. Donc, ça s'appelle Test Before Invest, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vraiment pour tester la faisabilité d'un produit avant de le mettre dans le commerce. Et puis aussi, de l'autre côté, un appui financier sur comment optimiser la production de plastique, de polymères, avec là encore peut-être des capteurs, de l'intelligence artificielle qui, elle, a besoin de données qui peuvent être données par les capteurs. Hein. On l'a vu avec Victéon et puis avec la présentation de TLG Pro. Donc voilà, c'est un projet européen qui est présent sur 4 régions en France et qui vous apporte un financement de 50% côté Europe et un complément de certaines régions, donc Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Désolée pour les acronymes, mais ça ne tenait pas tout sinon. Donc voilà, si vous voulez des renseignements, mais il y a le site internet et puis nous on en fait partie, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour en savoir plus sur ces financements possibles. Et puis un grand merci à tous les intervenants qui sont venus cet après-midi présenter des sujets sur les économies, l'optimisation de l'eau et de l'énergie. N'oubliez pas la fiche de satisfaction, puisque pour nous, c'est important de savoir si ce qu'on a organisé comme programme vous a convenu, si vous avez d'autres idées d'amélioration, d'autres pistes de présentation. Et puis, éventuellement, si vous voulez nous soutenir, on est une association, donc vous pouvez adhérer. Il y a toutes les indications possibles sur notre site internet, hein, Crésit/adhérer. Voilà. Et puis, pour terminer, il y a nos différents contacts, ceux de Christophe et les miens. Mais voilà, l'équipe Crésit est à votre disposition suivant les sujets pour vous accompagner dans la réalisation de nouveaux produits, de nouveaux projets avec de l'électronique, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, merci à tous et puis on se retrouve dans la salle de convivialité pour partager un verre et puis discuter encore avec les intervenants et s'il y a d'autres questions, voilà, des démonstrations sur les stands. Merci à tous et à très bientôt.